Alors, bonsoir. Ça, ça marche, c'est pas désagréable. Ok. Je dois dire que c'est assez intimidant d'être seule sur cette scène. Pourtant, j'ai l'habitude d'être sur des scènes, mais là, j'ai l'impression que je dois faire une conférence hyper poussée sur un sujet dont je serais l'experte. C'est pas tout à fait ça, hein, mais je vais quand même essayer de vous dire des choses intéressantes. Non, mais je suis très contente d'être là. Merci d'être venue, alors que c'est un peu le premier jour où il fait beau depuis longtemps. Et merci beaucoup à la Fondation Michalski de non seulement m'offrir la possibilité de faire une résidence ici, mais en plus de m'exprimer aujourd'hui et de parler de mon travail. C'est une grande chance et merci beaucoup. Et puis, ah oui, je voulais en profiter aussi pour remercier toute l'équipe vraiment de la Fondation qui m'a accueillie avec tellement de gentillesse et d'efficacité. Merci beaucoup, c'est vraiment agréable. Donc moi, je m'appelle Fanny Wobman, je suis comédienne et autrice. J'ai un parcours un peu qui a fait un peu des virages, enfin des virages non, mais disons. J'ai commencé par faire une école de théâtre à Genève parce que je voulais être comédienne. Je faisais du théâtre depuis très longtemps, depuis que j'étais enfant. Et j'ai fait une école de théâtre, mais j'avais aussi envie d'aller à l'université et d'étudier la sociologie. C'était une envie que j'avais depuis longtemps, et je crois aussi que j'avais assez peur de me confronter au monde artistique. Et j'avais envie ou besoin, je ne sais pas, d'avoir une autre formation. Et donc j'ai étudié la sociologie. Et en parallèle à tout ça, j'ai toujours écrit. Et peu à peu, après mes études en sociologie, j'ai rebifurqué comme ça vers l'écriture et vers le théâtre. J'ai fondé une compagnie de théâtre en 2012 et j'ai aussi co-fondé un collectif d'écrivaines et d'écrivains qui s'appelle l'AJAR, qui existe encore mais dont je ne fais plus partie, mais avec qui j'ai pu développer vraiment une pratique d'écriture collective, ce qui a nourri et changé, je crois, aussi ma pratique d'écriture personnelle. Donc maintenant, je mène un peu en parallèle ces différentes activités, donc que ce soit l'écriture de romans, l'écriture de livres que je fais personnellement, l'écriture de romans que je fais en collectif, et puis le théâtre, où là, j'ai toujours cette même compagnie et on crée des spectacles où on fait à peu près tout, du début à la fin. Donc c'est vraiment des projets où on a un sujet en tête et ensuite on crée et on écrit le texte sur le plateau. Donc c'est vraiment de l'écriture de plateau. On le fait avec des improvisations, avec des discussions, et le projet, le spectacle se construit comme ça. Voilà, je crois, pour petite présentation. Donc ce soir, en fait, je vais vous parler de deux textes principalement. Je vais vous parler de mon dernier livre qui est sorti en février de cette année, qui s'intitule « Les arbres quand ils tombent », et qui est une sorte de récit autobiographique qui parle du fait que j'ai vécu une partie de mon enfance en Afrique, au Rwanda et à Madagascar, et qui revient sur cet héritage. Et puis, je vais vous parler aussi du projet que je suis en train de développer ici en résidence, qui s'intitule pour le moment « Les Sentinelles ». C'est un titre de travail, mais voilà, pour le moment, je l'aime bien, il m'accompagne et je le garde. Je vous expliquerai après à quoi il fait référence. Ce sont deux projets de textes assez différents, mais qui ont des points communs, que ce soit au niveau du processus de travail, au niveau de la forme aussi un peu, j'en parlerai plus tard, mais surtout au niveau des thématiques qu'ils abordent. Je me suis rendu compte, un peu malgré moi, en tout cas ce n'était pas une volonté consciente de poursuivre en fait la recherche sur ces thématiques-là, mais je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des thématiques qui revenaient, notamment la thématique de la mémoire, la thématique de la transmission, et aussi, et ça je m'en suis rendu compte encore
plus tard la thématique de la figure maternelle. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de vous parler de ces deux textes, parce qu'ils font partie de mon actualité. Ils m'habitent en fait encore les deux maintenant, puisqu'en fait là j'accompagne encore ce texte justement lors de lectures, de rencontres avec le public. Et en même temps, je dois travailler ce nouveau projet. Et c'est toujours, je trouve, un moment un petit peu particulier quand on est en fait entre deux textes comme ça, où on doit encore accompagner un texte qui a été publié. On doit encore le porter, l'assumer, en parler. Et en même temps, on commence déjà à avoir la tête dans un tout autre projet. Je trouve que ça crée parfois des choses un peu difficiles à gérer. Et j'aime bien, du coup, faire des liens entre les différents projets. Aussi parce que je crois que de plus en plus, en fait, dans ma pratique d'écriture, je me rends compte que finalement, les livres, c'est comme des petits cailloux déposés sur un chemin beaucoup plus long, en fait. Que l'écriture, c'est un cheminement. On ne sait pas quand il va s'arrêter. Et à certains moments, on dépose un livre. Mais qu'en fait, ils sont justement liés entre eux et ils sont vraiment le reflet de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a pu déposer à un certain moment. Quelques mois plus tard, ils auraient peut-être été différents. Et puis au final, ils forment comme ça un chemin. J'aime bien cette image-là. Alors je vais commencer par vous lire un extrait donc, de ce texte, Les arbres quand ils tombent. Je vais vous lire le début, les 2 premiers chapitres. Cet hiver-là, mes sœurs et moi avons hérité d'une forêt. La parcelle étendait ses 6 hectares en contrebas de la Chaux-de-Fonds et bordait le Doubs. Mes parents l'avaient achetée plusieurs années auparavant, concrétisant un vieux rêve de mon père. Ma mère et lui avaient décidé de nous en faire cadeau. Assis à un bout de la grande table ovale, le notaire nous racontait sa vie et ponctuait son discours de notions légales que je ne comprenais pas. Je regardais mes parents, sereins, Juliette qui m'impressionnait avec ses questions pertinentes, Chloé qui faisait une drôle de tête. Je dessinais des figures tortueuses sur les pages qui détaillaient la nature de mon nouveau bien. Nous avons signé, dit merci au revoir de nombreuses fois, jusqu'à ce que le notaire se taise enfin et nous laisse partir. Puis nous avons bu l'apéro. J'étais donc copropriétaire d'un morceau de nature. C'était impressionnant, beau et perturbant. Posséder un arbre me paraissait aussi incongru que posséder un être ou un corps. Quel droit cela me donnait-il? Quel devoir aussi? Je suis allée m'y promener. Ce n'était pas la première fois, mais je n'avais pas de notion précise des frontières du territoire qui m'appartenait. Je reconnaissais la petite plage qui s'enfonçait lentement dans la rivière, l'espace herbeux qui la surplombait. Un foyer délimité par des pierres en occupait le centre. Il restait des traces d'occupation, de moments partagés. Certaines personnes dont j'ignorais l'existence connaissaient cet endroit bien mieux que moi. J'ai ramassé un morceau de plastique qui traînait dans les braises éteintes. J'essayais d'identifier les épicéas et les sapins blancs selon la couleur et la texture de leur écorce. Mon père m'avait expliqué la différence 1000 fois, mais j'oubliais toujours. Les résineux paraissaient plus grands que d'ordinaire, parce que le poids de la neige pesait sur leurs branches et les poussait vers le bas, créant une silhouette mince qui piquait vers le ciel. J'ai trouvé refuge au pied de l'un d'eux. Il y faisait sombre, et ça sentait les aiguilles humides. Comme mon père était bûcheron, il partait à l'aube avec son repas de midi, gardé au chaud dans une large thermos.
L'odeur de la nourriture se mêlait à celle de la résine imprégnée dans sa salopette de travail. Un matin, j'avais eu droit à une part de ces endives au jambon pour mon petit déjeuner. Mon père sentait la sciure, l'essence de tronçonneuse. Quelques jours après la promenade sur mes terres, je suis retournée dans la forêt. Pas la mienne, mais celle qui se déployait au-dessus de Neuchâtel, à 5 minutes de chez moi. J'y courais souvent. Il pleuvait. J'aurais voulu qu'on me dise quand le printemps allait arriver, qu'on me donne des informations précises, à partir de quel jour, quelle heure, je pourrais être sûre de laisser l'hiver derrière moi. Le sol était boueux, des couches de terre s'accumulaient sous mes baskets et défiaient mon équilibre. Je regardais les arbres encore nus et il m'a paru soudain évident que c'était par là que je voulais commencer. Par ce lien avec les hêtres, les frênes, les érables, les sapins, les noisetiers, par les pâturages boisés, les gentianes et les gratte-culs, par les baobabs, les palmiers et les caméléons, par l'érosion des collines, les lavaques, par la couleur de la boue. À Madagascar, la boue était granuleuse, rouge brique. Elle était rare aussi. Le plus souvent, la terre sèche s'envolait sous nos sandales. Dans notre jardin, à Fianarantsoa, il y avait des tortues, des canards, un cochon d'Inde, un lapin, des bananiers, des orchidées, des buissons de citronnelles et la cabane de Jean-Paul, notre gardien. Est-ce qu'il dormait vraiment là, dans ce petit abri en bois où le chien attrapait des puces? Est-il possible de raconter ça? Le sable du Sahara est arrivé jusqu'en Suisse. Une tempête dans le désert et un vent du sud ont coloré d'orange notre ciel hivernal, nos toits, nos voitures, nos étendues de neige. Photo. Une terrasse près de l'aéroport d'Antananarivo, juste après notre atterrissage. Mon visage, je souris, je regarde mes mains, dont les paumes sont ouvertes, tournées vers le ciel et teintées d'ocre. La lumière est forte. Mon père est là depuis 2 mois pour préparer notre arrivée. Mes sœurs, ma mère et moi venons de le rejoindre. Il est bronzé, je l'imagine heureux, ému de nous retrouver. Il m'a manqué. Ça sent le chaud, l'humide, les odeurs fleuries et piquantes s'imprègnent dans ma peau, s'imposent dans mes cellules. Je les laisse prendre place. Je n'ai aucun souvenir de ce qui se passe ensuite, de la manière dont on se rend à Fianarantsoa, de ma découverte de notre grande maison blanche qui impose sa présence coloniale sur 2 étages, entourée de hautes palissades en bois. Elle se trouve au milieu d'une ruelle en pente qui devient torrent les jours de forte pluie et est visible depuis différents points du quartier. Le gardien ouvre le portail, nous fait un signe de la main. La vieille patrole qui sent la chèvre pénètre lentement dans la cour, est parquée dans le garage. À l'intérieur de la maison, il fait frais. Mon père a des mains douces, soignées, des mains qu'il pose sur les troncs et sur les épaules pour accompagner tranquillement, des mains qui ressemblent aux miennes. Peut-être que forestier et écrivaine ne sont pas des activités si éloignées. Ma mère dessine des insectes, des fleurs qui n'existent pas, des créatures marines qui se noient. Mes sœurs sont 2 points qui palpitent dans le temps qui passe, des encres mouvantes. Dans cette histoire, il y a aussi Nirine, un amour qui construit, l'enfance rire contre rire, puis la distance. J'ai 8 ans quand nous quittons la Suisse pour Madagascar. Juliette en a 4, Chloé 2. Mes parents ont vécu 2 ans au Sénégal avant ma naissance et 2 ans au Rwanda quand j'étais bébé. Mon père travaille pour la DDC, Direction du développement et de la coopération,
Il effectue des mandats dans la gestion des forêts. J'imagine qu'il faut raconter le départ. Je ferme les yeux. Il y a ma mère. C'est elle qui, en l'absence de mon père déjà parti, gère notre déménagement, le dépôt de nos affaires dans un garde-meuble, la paperasse, les malles à emporter, le voyage en avion, les émotions et les besoins de ses 3 enfants, les peurs et les tristesses des proches, ses propres doutes peut-être, son rôle à elle dans cette histoire. Toute la famille, tantes, oncles, cousines, cousins, grand-mère, amis et amis, sont sur le quai de la gare pour nous dire au revoir. Tout le monde pleure, pas moi. Ma grand-mère maternelle nous accompagne à l'aéroport. Notre vol a beaucoup de retard. Nous attendons des heures, assises par terre sur le sol marbré. Mes sœurs s'endorment. Ma grand-mère doit reprendre le dernier train pour rentrer. Ma mère demande de l'aide à un inconnu. Grand, les épaules larges, chauve et de bonne humeur, il porte Juliette, ma mère porte Chloé, je suis responsable des sacs. Au moment du décollage, l'homme me fait un sourire, il tape dans ses mains et lève les pouces. Ça veut dire tout va bien. Je suis d'accord avec lui. J'ai une mauvaise mémoire. Et pour le moment, il n'est pas question d'inventer. Les personnes qui écrivent des autobiographies sans trous nous mentent. Il est impossible de conserver des souvenirs aussi précis, aussi intacts. On l'accepte, c'est plus palpitant. Mais parfois, je me sens trahie. Chère Nirine, ça fait si longtemps que je n'ai pas pris de tes nouvelles. Pourtant, je pense souvent à toi. Surtout en ce moment, je me demande ce qu'est la vie pour toi en temps de pandémie, comment ton pays gère cette crise, si tout le monde va bien autour de toi. J'essaie d'imaginer en quoi cette situation affecte ton quotidien, mais je me rends compte que je n'ai aucune idée de la manière dont tu passes tes journées d'ordinaire. Je t'imagine toujours dans le même appartement, à Tana, celui où nous avions partagé un repas lors de notre visite il y a presque 10 ans. Mais je me souviens maintenant que dans nos derniers échanges, tu m'avais parlé de votre nouvelle maison. Tu avais besoin d'argent pour construire un puits, le quartier n'étant pas encore raccordé au réseau d'eau de la compagnie nationale. Ça doit faire 5 ans maintenant que vous y habitez. Est-ce que tu t'y sens bien? Enseignes-tu toujours l'allemand? Quel âge ont tes enfants? Es-tu heureuse? Tu avais mentionné également des soucis de santé, des vertiges si ma mémoire est bonne. Ceux-ci se sont-ils arrangés? Je suis contente d'avoir retrouvé ton adresse e-mail et de prendre enfin le temps de t'écrire. De mon côté, tout va plutôt bien. Ma situation professionnelle est compliquée parce qu'en Suisse, toutes les activités culturelles sont interdites en raison de la pandémie. Beaucoup d'événements auxquels je devais participer ont été annulés et c'est difficile de trouver comment gagner ma vie. Je passe beaucoup de temps à écrire. Je crois que je ne t'ai jamais dit que David et moi ne sommes plus ensemble. Je vis seule. B, qui a maintenant 6 ans, est avec moi la moitié du temps environ. David habite juste à côté, c'est pratique et agréable. B n'a qu'à traverser la rue pour passer d'un appartement à l'autre. Mes parents et mes sœurs vont bien. Ici, c'est encore l'hiver. Il y a eu beaucoup de neige cette année, c'était beau. Mais j'ai hâte que le printemps soit là. J'espère avoir très vite de tes nouvelles et je t'embrasse fort, Fanny. Voilà, donc ça, c'était les 2 premiers chapitres de ce livre. J'ai donc, comme je l'explique dans le livre, passé une partie de mon enfance en Afrique. Et en fait, c'est un sujet qui me titille depuis longtemps. Ça fait longtemps, je crois, presque depuis que j'écris, en tout cas que j'écris des livres, que j'ai envie de m'en emparer. Mais pendant très longtemps, je ne savais absolument pas comment aborder ce sujet. Je ne savais pas comment raconter cette histoire. Parce que, en fait, quand j'imaginais raconter ça, j'imaginais d'abord écrire de la fiction. Donc j'imaginais par exemple l'histoire d'une petite fille, une Suissesse qui arriverait
à Madagascar, qui deviendrait très ami avec sa voisine malgache. Mais en fait, quand je visualisais un livre tel que celui-ci, ça me mettait mal à l'aise. Il y avait quelque chose qui me convenait pas, qui ne me correspondait pas. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'en fait, mon problème, c'était que j'avais pas envie de faire des gens que j'ai rencontrés là-bas des personnages. Alors après, on pourra y revenir. Évidemment que, au fur et à mesure de mon travail, je me suis rendu compte que, en fait, même si on veut écrire la réalité, et même si on essaye de raconter que ce qui est arrivé, dès le moment où on fait apparaître quelqu'un dans un livre, on en fait un personnage. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé plus tard. Et on en fait un personnage d'une manière quand même un peu différente, je pense. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'était, voilà, je me disais, mais c'est pas le bon endroit, c'est pas juste, c'est pas comme ça que j'ai envie de faire ça. Et en fait, c'est un peu par hasard, pendant le confinement, que je me suis mise à écrire sur ce sujet-là, parce que j'écrivais un peu tous les jours, j'écrivais ce qui me passait par la tête, ce que je faisais. Et peu à peu, je suis partie dans l'écriture des souvenirs, dans l'écriture du passé, et peu à peu, j'en suis arrivée à écrire sur ce dont je me souvenais de ma vie à Madagascar. Et c'est comme ça, en fait, que ce projet de livre est né. Donc, je me suis vraiment lancée, en fait, dans un processus d'écriture où, finalement, ce dont j'avais envie de parler, ce n'était pas vraiment l'histoire en elle-même, puisque, comme je le dis dans le livre, en fait, j'ai assez peu de souvenirs de cette partie de ma vie. Mais j'avais surtout envie d'essayer d'explorer, en fait, ce que moi, j'en garde maintenant de cette expérience. Parce qu'évidemment, pour moi, en fait, cette expérience, le fait d'avoir vécu en Afrique quand j'étais enfant, ça a été en fait quelque chose d'extrêmement positif. Pour moi, c'est un peu une des périodes les plus heureuses de ma vie. Et en même temps, quand maintenant je repense à cette partie-là de ma vie, quand je repense aux conditions dans lesquelles on vivait, mon moi adulte ne peut pas s'empêcher d'avoir un regard critique sur ces événements, sur cet épisode. Puisque oui, ça a été une période heureuse, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont très problématiques dans la manière qu'on avait de vivre là-bas en contact avec les gens, puisque on vivait dans une grande maison avec des domestiques. Évidemment, il y avait une inégalité extrêmement grande entre nous et les gens qu'on fréquentait là-bas. Et puis après, il y avait aussi toutes les questions du travail humanitaire en lui-même, en fait. Est-ce qu'il est légitime? Comment? Et donc, toutes ces questions-là, en tant qu'adulte, je les avais en moi et je ne pouvais pas les ignorer. Et c'était ça, en fait, que je voulais questionner. Comment je pouvais, en fait, mettre ensemble, réconcilier peut-être, je ne sais pas, ou en tout cas questionner cette espèce de fossé, en fait, qu'il y avait entre mon expérience d'enfant et ce que je voyais en tant qu'adulte. Donc j'ai vraiment construit ce livre comme une sorte de quête où l'écriture se déroule un peu en direct et où j'aborde ces questions, en fait. Et vous avez peut-être vu dans l'extrait que j'ai lu, c'est un texte qui a une forme assez éclatée, puisqu'en fait, il y a donc les passages qui se situent au présent, donc, qui était le présent de l'écriture. Il y a les passages en fait, qui se situent au passé, donc qui racontent des souvenirs, justement notre arrivée par exemple à Madagascar. Il y a l'échange épistolaire que j'ai eu avec mon amie Nirine, que j'ai retranscrit presque tel quel, donc il est presque mot pour mot égal à celui qu'on a eu en réalité pendant que j'écrivais le livre.
Et puis, là, j'en ai pas lu, mais il y a aussi des citations. Parce que quand j'ai décidé de m'emparer de ce sujet, je me suis rendu compte que son côté politique et engagé, qui à la fois me tenait à cœur, m'intimidait aussi, et que j'avais besoin de m'appuyer sur des gens qui avaient réfléchi à ces questions depuis bien plus longtemps que moi, pour peut-être légitimer mon propos, pour l'enrichir aussi, pour agrandir mon questionnement, mais aussi pour m'appuyer sur des personnes qui jouaient un rôle comme ça de balise, comme ça, de soutien dans le fil du texte. Et c'était une manière aussi pour moi, je crois, de me positionner, puisque évidemment j'ai choisi certaines citations et pas d'autres. Certaines personnes qui ont fait des recherches, enfin, qui ont écrit sur la colonisation, sur la pensée blanche, sur le racisme, sur ces sujets-là, que je voulais aborder à travers cette histoire, et ça m'a permis de le faire avec plus de confiance, je crois. Ça a été assez particulier d'écrire ce livre, parce que c'était la première fois que je voulais faire un récit non fictionnel, et dans lequel j'impliquais directement des personnes de ma famille, notamment, et une amie, cette amie Nirine, cette amie malgache, que j'ai sollicitée directement pour lui expliquer ma démarche et lui demander de me raconter des choses qu'elle avait vécues, parce que je voulais avoir son point de vue. Et ça a soulevé pas mal de difficultés. Par exemple, mes parents, je leur ai parlé du projet depuis le début, et pour moi, c'était très clair et très important de dire que ce n'était pas leur point de vue que je voulais, ce n'était pas leur histoire que je voulais raconter, c'était la mienne. C'était vraiment mon point de vue à moi dont je voulais parler. Mais j'avais envie quand même de les entendre, parce que j'avais besoin de confronter mon point de vue au leur, et j'avais envie quand même d'ajouter certains détails de ce qu'eux pouvaient me raconter, de ce qu'eux pouvaient m'expliquer, de ce qui avait été cette expérience pour eux. Donc dès le début, je leur avais expliqué, ils étaient plutôt enthousiastes, et je leur avais dit que quand j'aurais une première version presque complète de mon texte, j'allais la leur montrer, ce que j'ai fait. Et alors mon père n'a pas dit grand-chose, parce qu'il ne dit jamais grand-chose, mais ma mère a très mal vécu en fait cette expérience, parce que tout à coup en fait simplement se voir décrite dans un texte, vraiment de voir ces mots comme ça sur une feuille qui décrivait certains événements de sa vie d'une manière forcément qui n'était pas celle qu'elle aurait choisie, vu que c'était moi qui l'avais choisie, a été très, très perturbant pour elle. Mais ça a été l'occasion d'avoir des discussions très intéressantes avec elle, parce que j'ai justement tenté de lui expliquer que non, ce que je racontais d'elle, c'était pas comme ça que je la voyais, que j'essayais pas de faire un portrait d'elle, mais que j'avais choisi certains aspects de son expérience pour servir un livre, pour servir un texte littéraire, et que évidemment qu'elle ne pouvait pas se reconnaître globalement dans ce que j'écrivais sur elle. Et c'est là où justement je me suis rendu compte qu'en fait, malgré ma volonté d'écrire la réalité, malgré cette volonté de sincérité totale que je voulais mettre dans ce texte, je faisais de ma mère un personnage, je faisais de mon père un personnage. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui pouvait être très difficile à vivre. Mais finalement, j'ai appris des choses sur ma mère qu'elle ne m'avait jamais racontées lors de cette discussion.
Et je crois que c'était en fait très positif. On a parlé de choses dont on n'avait jamais parlé, avec mes sœurs aussi, et ça a été très positif, mais ça a posé plein de questions. Et puis, ça a été le cas aussi, de manière très forte, avec mon amie Nirine, justement, puisqu'elle, je lui ai demandé de me raconter des anecdotes dont elle se souvenait, et je lui ai demandé de me raconter notamment une scène qui s'était passée quand, en fait, elle était venue me voir en Suisse. Mes parents lui avaient acheté ses billets d'avion pour qu'elle vienne passer des vacances en Suisse. Et elle est restée chez nous pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, je crois. Et elle dormait avec moi dans ma chambre, on avait 12 ans à peu près. Et un jour, je l'ai giflée. Et je me souvenais de cet épisode, et je m'en souvenais avec beaucoup de honte. Mais par contre, je n'arrivais pas du tout à me rappeler qu'est-ce qui s'était passé exactement, et pourquoi j'en étais arrivée à faire ça. Et j'avais envie qu'elle me raconte. Et pour moi, c'était très important d'évoquer cet épisode, parce que pour moi, forcément que dans cet épisode, il y avait en fait les enjeux que je voulais soulever dans mon texte, les enjeux de pouvoir en fait, dont je voulais parler dans mon texte, qui existaient même, je crois, entre nous alors que nous étions enfants, mais qui existaient quand même, et qui, même si on était les meilleurs amis du monde, ne pouvaient pas être évacués complètement du fait simplement que elle était noire, j'étais blanche, et qu'on avait ces vies tellement différentes. Et en fait, sa réponse m'a beaucoup étonnée, parce qu'elle m'a dit « Mais je ne veux pas que tu abordes ce sujet dans ton livre. » Et je lui ai dit « Mais c'est moi qui ai fait quelque chose de répréhensible et de honteux. C'est moi c'est moi qui ai tort dans cette histoire. Donc pourquoi tu ne veux pas que j'en parle ?» Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des enjeux pour elle que je n'avais jamais imaginés. Elle pensait que les gens autour d'elle allaient se moquer d'elle parce qu'elle acceptait des mauvais traitements de cette famille blanche chez qui elle passait beaucoup de temps, que ses enfants allaient aussi avoir honte, il y avait quelque chose de très fort qui lui semblait, qui faisait que pour elle, raconter cette anecdote était très compliqué à imaginer. Sauf que moi, je voulais vraiment la raconter. Donc je me suis retrouvée dans une situation très délicate et en même temps très révélatrice, à nouveau, sûrement, de certains rapports de pouvoir, parce que typiquement, certaines choses que ma mère m'a demandé d'enlever de mon livre, je les ai enlevées, pas tout, hein, mais cette gifle que mon amie Nirine m'a demandé d'enlever, je ne l'ai pas enlevée. Alors après, je parle de tout ça dans le livre, et j'explique que j'en ai reparlé avec elle, et que finalement, elle m'a donné son accord. Mais je ne saurais jamais si elle m'a donné son accord parce qu'elle était vraiment d'accord ou parce qu'elle s'est sentie obligée. Et voilà, ça fait partie en fait de ces questions, de ce que j'ai voulu raconter, de cette volonté en fait de sincérité que j'ai voulu développer dans ce livre. Et ça a soulevé, en fait, le processus en lui-même a soulevé justement ces questions, les questions mêmes que j'étais en train d'essayer de décortiquer et d'aborder à travers l'écriture. Le temps passe très vite. J'ai oublié de vous dire au début que j'aime beaucoup quand les gens me posent des questions, et je vous laisserai du temps à la fin pour que vous puissiez m'en poser, mais c'est plus simple si on laisse un temps à la fin pour le faire, parce que comme ça on peut vous donner un micro. Mais si vraiment vous avez quelque chose que vous avez absolument besoin de dire, allez-y. Bon, il faut que je garde un petit peu de temps pour parler de l'autre projet. Mais je voulais juste encore dire que donc à travers ce livre, j'évoque cette histoire, j'évoque ces questions qui pour moi sont des questions très importantes actuellement, mais qui l'ont toujours été, mais qui je pense maintenant peuvent résonner d'une autre manière, qui sont justement
la question du positionnement, en fait, en tant que moi, en tant que femme blanche, maintenant qui écrit, qui ai vécu une partie de mon enfance en Afrique, comment je peux parler de cette histoire-là? Est-ce que je peux en parler? Comment je peux en parler? Qu'est-ce que ça déclenche? Et qu'est-ce que je fais de ces souvenirs, de cette mémoire? Et c'est vraiment ça que j'ai eu envie de développer. Le projet que je suis en train de développer ici a un sujet différent, puisque donc, il s'appelle les sentinelles. Et les sentinelles, c'est en fait un mot qui fait référence, on peut dire aussi la servante. Ça fait référence en fait aux lampes sur pied qu'on pose sur les scènes de théâtre la nuit, allumées. C'est une sorte de superstition en fait, c'est pour protéger le théâtre pendant la nuit et le protéger des fantômes. Donc c'est vraiment une sorte de lampe comme ça, vraiment juste une lampe sur pied avec une ampoule allumée. C'est la seule chose qui reste allumée pendant toute la nuit dans un théâtre. Et j'ai choisi ce titre parce que c'est un texte qui va parler justement de théâtre et qui va essayer de raconter la vie d'une de mes anciennes professeurs de théâtre. Parce que moi j'ai commencé le théâtre quand j'avais 10 ans, à la Chaux-de-Fonds, au Théâtre Populaire Roman. Et j'ai fait du théâtre là-bas jusqu'à mes 20 ans. Et ça a vraiment été une sorte de deuxième maison. J'y passais tout mon temps. Et c'est là que j'ai fait mes premiers pas sur scène. Et cette femme qui m'a accompagnée durant ce temps formateur a énormément compté pour moi, puisque c'était une figure que j'admirais, que je craignais un peu aussi, parce qu'elle était un peu effrayante, qui était très différente des autres adultes que j'avais autour de moi, parce qu'elle était excentrique, parce qu'elle avait un côté très libre comme ça. Et en fait, je l'ai perdue de vue pendant très longtemps, cette femme, et je l'ai retrouvée récemment dans le cadre d'une mise en scène que j'ai faite d'un texte d'une amie, et on a engagé en fait cette femme dans la lecture. Elle a bientôt 80 ans. Et je l'ai retrouvée à cette occasion. Et dans le cadre d'une soirée où on faisait un tour de table, où chacune se présentait, ne faites jamais un tour de table avec des comédiennes, si vous voulez une soirée tranquille et paisible, parce que là, ça a tourné ça a duré des heures et tout le monde est parti dans des histoires hyper intimes. Enfin bref, voilà. Et elle a raconté l'histoire de sa naissance, notamment, qui était une histoire qu'elle n'avait jamais racontée à personne, même pas à ses enfants. Et en fait, j'ai trouvé son histoire tellement incroyable que j'ai eu envie d'en faire un livre. Mais de nouveau, visiblement, en fait, l'idée de m'emparer d'une histoire et de simplement la raconter, ça ne me va pas, ou ça ne m'intéresse pas, ou j'ai besoin de faire autrement. Puisque comme pour l'histoire de cette enfance en Afrique, à nouveau, quand je m'imaginais en faire un vrai roman, c'est-à-dire un récit vraiment romanesque où je raconterais l'histoire de cette femme en faisant d'elle un personnage et en imaginant voilà, tout le contexte de sa vie, eh ben, ça ne m'intéressait pas trop. Parce qu'en fait, moi, ce que j'avais envie de montrer et de chercher, c'était, oui, son histoire, mais aussi et surtout la manière dont cette femme raconte son histoire. Et finalement, c'est en ça que ces projets aussi sont proches, c'est que dans Les arbres quand ils tombent, c'était la manière dont moi, je racontais cette histoire qui m'intéressait. Et qu'est-ce que ça révélait de moi? En quoi ces événements avaient aussi contribué à me créer une identité? Et ces questions, c'est des questions qui reviennent en fait dans le projet Les Sentinelles que je développe maintenant. Et ce que j'ai fait du coup, c'est que en fait, j'ai passé beaucoup de temps avec cette femme et je l'ai fait parler et je l'ai enregistrée et j'ai retranscrit ensuite ces entretiens
Et puis, je dois maintenant trouver quelle forme je vais leur donner, comment je peux faire en sorte de garder cette oralité que j'aime beaucoup dans ces entretiens et cette manière de parler qu'a cette femme que j'ai envie de préserver, que j'ai envie de restituer. Je vais juste vous en lire un extrait pour que vous puissiez vous faire une idée. Je suis née de personne, en prison, et je ne l'ai jamais raconté. Nous avons tous notre vérité. Je veux dire, je vois très bien quand je parle avec mes enfants, quand je parle avec Sabine. Elle considère qu'elle a eu une enfance misérable. Misérable. Tu te rends compte ? J'ai arrêté de parler avec elle. Là, maintenant, j'arrête parce que j'en ai assez. C'est trop dur pour moi, trop dur. Je compare au monde dans lequel on vit, tu vois. Elle n'a pas vécu aux Philippines, elle n'est pas morte de froid au Biafra, elle n'a pas vécu dans une tour en France, à Aubervilliers, elle n'a jamais été confrontée au racisme, elle n'a pas été homosexuelle. Ce que je veux dire, c'est que ses parents ont divorcé, ok. Ils sont restés liés parce qu'ils étaient tous les deux dans le théâtre, ok. Il n'y a jamais eu ce que tu appelles la garde alternée, la garde pas alternée. En plus, à l'époque, ça n'existait pas, ce truc. On n'habitait pas ensemble, mais enfin, il était acteur, j'étais actrice, on s'organisait comme on pouvait. Évidemment, lui, quand il prenait les enfants, c'était pour aller jouer à New York, à Rome, c'était tout à fait génial. Moi, à côté, avec le Théâtre des Montagnes, c'était caca merde. Enfin bref. Mais ils n'ont jamais été seuls, il y avait des jeunes filles à la maison. La chose qui est vraie, c'est que je ne suis pas ce qu'on appelle... Mais je ne sais même pas si c'est ce qu'elle me reproche. La chose qui est vraie, c'est que j'ai vécu ma vie de femme. Je ne me suis pas sacrifiée sur le plan personnel, pour mes enfants. J'ai vécu avec leur père, j'ai vécu avec un autre homme, puis avec Jean. Je vivais ma vie. Mais enfin, ils n'ont pas été malheureux. On ne les a pas tapés. Ils ont eu de l'amour. David, il a peut-être reçu des fessées de son père, mais c'était son papa, c'était pas le voisin d'à côté. David, il ne dit pas la même chose que sa sœur. Lui, il dit souvent « Oui, mais je suis plus petit. Ils ont 4 ans de différence, je sais pas. » Mais enfin, une enfance misérable. Elle parle avec sa psychiatre de ça, tu te rends compte ? En tant que parent, tu fais toujours des conneries. Et de toute façon, il faut tuer le père et la mère, il faut les tuer. C'est ce que je dis à Sabine. Il faut que tu arrêtes, tu as 57 ans maintenant. Tu aurais dû me tuer il y a longtemps, hein. Il y a trop longtemps que tu traînes ton bordel. Elle est souvent violente avec moi, dans les mots. Elle a besoin de me faire payer un truc. C'est très compliqué parce que comme elle n'a pas d'argent et qu'elle a pris beaucoup de substances et qu'elle en prend encore, malheureusement, le 15 du mois, elle n'a plus de fric. Donc elle vient ici. Elle vient bouffer à la maison, elle est là tout le temps. C'est horrible. Tout ça est très compliqué. Parce qu'elle est compliquée. Mais quand je ne serai plus là, il faudra bien qu'elle trouve quelqu'un. Je ne sais pas comment elle fera. Elle a été en couple avec un mec, mais c'était l'enfer. C'était une espèce de grosse patate qui faisait partie d'un milieu... Enfin, j'ai rien contre son milieu, mais enfin, il ne bossait pas, il vendait de la coke, il était alcoolo. Non, elle était très contente de l'avoir pour ses... Enfin, voilà quoi. Mais il a fini par foutre un pain à Tobias, mon petit-fils. Donc les flics sont venus. Tu sais, tu te serais cru chez les gangsters. Tout le quartier était au courant. L'enfer, quoi. Caca merde. Maintenant, elle vit seule. Donc j'espère pour elle qu'elle a des mecs parce qu'à son âge, il faudrait. Je ne sais pas très bien ce qu'elle fait et je ne veux plus savoir. Là, elle a promis qu'elle ne prendrait plus de coke. Ça fait 2 semaines. Elle continue le bédo, enfin le hashish. Mais elle me l'a déjà promis 20 fois dans sa vie. Elle a déjà fait 4 cures de désintox, tu vois. Je n'y crois plus, mais surtout, je ne veux plus être impliquée. Ce qui est terrible, c'est que moi, je suis un individu d'apparence extraverti, mais je ne suis pas du tout extravertie. Je suis très introvertie au niveau de mes émotions. Donc à partir du moment où elle commence à parler, je me ferme. Je suis gentille, je suis très très gentille. Hein. Je dis ma puce, ma chérie, mais il n'y a plus moyen d'entrer dans mon monde. Donc je ne dors plus.
je fais des insomnies. Voilà, c'est un tout petit extrait d'heures et d'heures d'enregistrement que j'ai. Et évidemment, je les réécris un peu parce que ce n'est pas lisible si je le retranscris tel quel, mais j'essaye vraiment de rester le plus proche possible de son langage. Et ce qui est assez incroyable, là on n'entend pas dans l'extrait, mais elle raconte donc vraiment son histoire depuis sa naissance et même en fait avant sa naissance, l'histoire de sa mère déjà. Et c'est une histoire qui est très liée, une histoire personnelle qui est très liée à l'histoire de la France, puisque elle est marquée par la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, elle est partie vivre au Maroc avec son père. Sa mère l'a abandonnée. Ensuite, elle est revenue en France. Enfin bref, une histoire comme ça entre différents pays, mais qui est très représentative d'une certaine histoire de la France. Et en fait, ce que je trouve fascinant, c'est de voir comment elle parle de cette grande histoire-là, et justement comment elle s'empare de sa mémoire à elle. Alors elle n'a aucun scrupule, elle s'en fiche complètement de si ses souvenirs sont réels ou pas. Elle raconte les choses comme si c'était la vérité absolue. Ses souvenirs, c'est la vérité absolue et personne ne les remet en question. Et je trouve ça fascinant, parce que moi, ce n'est pas du tout comme ça que j'aborde les choses. Et voilà, donc c'est vraiment ça que j'ai envie d'explorer. Je n'ai pas eu le temps de parler de la figure maternelle qui traverse aussi comme ça en filigrane mes deux livres, mais ce sera pour la prochaine fois, parce que j'ai envie de vous laisser un petit peu de temps pour des questions. Voilà, pardon, c'était un peu... il y avait beaucoup de choses en peu de temps, mais j'espère que ça vous aura donné une petite idée de mon travail, de ce sur quoi voilà, ce que j'essaye de faire en ce moment, et que ça vous aura donné envie de lire peut-être des choses et de me donner des conseils pour la suite. Si vous avez des questions, il y a Thomas qui est là avec un micro, ou des remarques, ou tout ce que vous voulez partager avec moi, ça me fera plaisir. Si jamais c'est trop intimidant de le faire maintenant, j'en profite pour vous dire qu'il y aura un apéritif ensuite, auquel vous êtes bien sûr conviés, et on peut aussi discuter à ce moment-là, si c'est plus facile. Merci. Merci Fanny. Moi j'avais une question, parce que le fait que tu sois actrice, enfin que tu aies l'habitude de jouer sur scène et donc de réciter, oui. Est-ce que ça a une incidence sur la manière dont tu écris? Parce que moi quand j'écris, si je lis ça sur scène comme ça, c'est très mauvais. Enfin, je veux dire, est-ce que ça change, enfin, Ouais. à part, est-ce que ça change vraiment ta manière d'écrire, le fait que tu puisses aussi, et peut-être que tu écris d'ailleurs parfois à dessein, à savoir que tu sais que tu vas le jouer ou l'adapter, ou j'en sais rien. Enfin, une question ouverte, quoi. Ouais. Alors, quand j'écris un livre, je ne pense pas au fait qu'il va être adapté sur scène en général, parce que pour moi, c'est deux choses assez différentes. Par contre, je relis toujours mes textes à haute voix, et c'est très important pour moi que ça sonne bien et que ça crée... J'associe vraiment l'écriture à une sorte de musicalité, de mélodie, à un rythme aussi. Et il doit y avoir ce rythme-là, et il doit y avoir quelque chose de fluide quand je lis mes textes à haute voix. Sinon c'est que je ne suis pas arrivée là où je voulais arriver. Ouais. Donc je pense que dans ce sens-là, oui, ça influence mon écriture. Mais je ne sais pas comment dire, c'est un peu malgré moi. C'est pas que je me dis, je veux que ça soit bien à lire à haute voix. Je crois que c'est juste ma sensibilité. J'ai toujours fait comme ça, en fait. Il y a quelque chose de... Ouais, il doit y avoir ce côté rythmé et musical.